rapprocher un petit peu du... où on aura plus de temps avec la salle. Donc, excusez-moi, donc là on change de sujet effectivement pour passer vraiment du côté de l'humain et de l'impact de l'IA, de l'intelligence artificielle sur la jeunesse, sur la protection de l'enfance. Donc on aura Madame Souhaï El Alam de la cadre à la CNDP qui présentera les actions de pédagogie sur la question. Et en accord avec les intervenantes, je vais vous présenter un peu un cadre assez pratique de comment aujourd'hui l'IA est utilisée ou va être utilisée, parce que ça reste encore assez peu déployé, en matière de protection de l'enfance. Avec donc en 3 parties. La première, ça me prendra quelques minutes, mais je vois que j'ai un peu plus de temps pour présenter. La première partie qui est comment l'IA est utilisée et va être utilisée de manière positive pour protéger nos enfants. La deuxième partie, ça sera le deuxième exemple, ça sera à contrario comment l'IA est utilisée de manière franchement criminelle en matière de contenu lié aux enfants. Et puis la troisième partie, un cas concret de comment l'IA va être très utilisée pour des usages peut-être a priori moins criminels, mais quand même extrêmement troublants et perturbants pour la société et sur lesquels il va falloir que tous les pays et les parents soient extrêmement vigilants. Donc premier cas, dont on va parler de pratiques qui sont avérées en Europe, en Amérique, en Asie, en Corée, Japon, etc. Moins documenté en Afrique ou dans d'autres régions. Donc on ne sait pas dans quelle mesure ces pratiques sont avérées, mais si elles ne sont pas déjà là, elles vont arriver assez vite. Donc que vous soyez parents, grands-parents, oncles, tantes ou cousins, de gens plus jeunes, tout ça va vous concerner. La pratique dont je veux parler, c'est la pratique de la diffusion des photos intimes, dites nudes en anglais. Peut-être que les jeunes le parlent comme ça aussi entre eux. En tout cas en France, ils parlent de leur envoyer leurs news entre eux. Donc il s'agit soit d'un partage consenti entre enfants ou jeunes plutôt, de la même classe ou du même groupe, qui s'envoient leurs photos intimes, donc plus ou moins dénudées, entre eux. Et évidemment, ça peut être fait de manière consentie, ça peut être fait de manière par la pression du groupe, hein, en faisant pression sur un jeune homme ou une jeune femme pour l'obliger par la pression à le faire, et ça peut dériver évidemment que ces images, une fois diffusées, sont rediffusées sans l'accord du jeune. Et il y a un autre phénomène franchement criminel où là, le jeune va être sous influence et va partager ses informations ou sa photo. Et ensuite, en fait, il est soumis à une pression pour payer un certain nombre d'argent pour que les photos ne soient pas rediffusées à l'ensemble des contacts ou de l'environnement de la personne. On arrive là sur les questions d'OSINT et de la capacité des criminels à collecter l'information sur les jeunes avant de les connecter, donc exemple négatif. Donc là-dessus, là on n'est pas dans l'IA, on est dans un usage entre jeunes, il y a que leur téléphone portable qui partagent leurs images. Et quand c'est diffusé de manière la plus traditionnelle, par WhatsApp, par Snap, par email ou autre. Donc là l'IA n'y est pas. Là où l'IA va jouer un rôle, c'est que, évidemment, là où l'IA fonctionne très très bien, et c'est très bien faire aujourd'hui, c'est détecter, identifier une photo comme étant sexuelle, donc ayant de la nudité, et étant donc pouvant être pornographique, ça peut même rentrer dans une analyse de savoir est-ce qu'on a affaire à du contenu adulte ou est-ce que la personne sur la photo est un enfant. Et donc là, d'ores et déjà, l'IA est très efficace pour détecter les contenus, et c'est utilisé déjà aujourd'hui par les hotlines, les associations, les services qui traitent les signalements illégaux, de contenus illégaux, et qui doivent analyser les contenus avant de les faire fermer. Aujourd'hui, certaines de ces structures sont équipées d'IA
ce qui facilite le travail des analystes et leur évite de faire ce travail manuellement. Donc, bon, ça c'est dans le domaine professionnel. Là où ça va impacter les parents et les enfants, et vous allez le voir apparaître si vous utilisez Meta dans les semaines ou mois qui viennent. Meta a annoncé là, début avril, le 11 avril même précisément, qu'ils allaient déployer sur leur service des analyses automatiques des images, et qu'au cas où une image de nudité prise par l'utilisateur du téléphone, donc un adulte ou un enfant, est détectée comme étant de nature sexuelle ou de nudité, à ce moment-là, des messages pédagogiques seront diffusés pour disant attention, alerte, êtes-vous sûr de vouloir partager cette information, c'est très dangereux, ça peut être diffusé extérieur, même si c'est des images éphémères, ça peut quand même être pris en photo de l'extérieur et donc etc., etc. Donc ce qui est intéressant, c'est que, et on rejoint les questions de données personnelles, donc la CNDP aura certainement des choses à dire en la matière, peut-être pas aujourd'hui, mais en tout cas à terme, qui est que pour offrir ce service, notamment ce service sera disponible sur WhatsApp. Or WhatsApp est connu pour, et c'est marqué si vous utilisez WhatsApp, et beaucoup d'entre vous l'utilisent, il y a marqué cette communication est chiffrée, et donc personne ne peut la lire. Donc comment se peut-il que Meta puisse identifier qu'une image personnelle à vous est une image potentiellement d'une nudité, il vous dit attention, il ne faut pas la partager, alors que la communication est chiffrée? Est-ce que ça veut dire qu'ils surveillent vos communications? En fait, non. En fait, ce qu'ils font et ce qu'ils vont faire, parce que ce n'est pas encore diffusé, c'est qu'ils vont faire tourner un petit outil d'intelligence artificielle sur votre téléphone. Donc eux n'auront pas accès, ne sauront pas ce que l'outil fait ou vous dit à vous, mais l'outil qui tournera sur votre téléphone pour dire la puissance de ces téléphones, vous dire attention, c'est dangereux. Ce qui est intéressant là-dessus, c'est que Apple avait, il y a à peu près 2 ans, proposé de faire la même chose, et ça avait fait un scandale, puisqu'ils étaient accusés de... Enfin, ils étaient pris à partie entre ceux qui voulaient que Apple ne regarde rien, ne sache rien, ne fasse rien, y compris pas ce type de vérification, tandis que d'autres demandaient que Apple arrête de chiffrer ses communications et puis au contraire détecter les contenus pédocriminels sur leur service. Donc, premier cas, donc aujourd'hui, quel est l'usage en pratique de ce type de partage de photos de nudité parmi les jeunes? Il y a une étude intéressante en Suède qui a été faite par Save the Children, qui avait fait un questionnaire auprès de 40 000 jeunes, et dont 48% avaient indiqué, donc des jeunes de 10 à 17 ans, avaient indiqué partager des nudes entre eux. Donc, alors là, on ne pense pas que c'était un échantillon représentatif des jeunes, ce n'était pas l'ensemble des jeunes, c'était des jeunes qui avaient été certainement sensibilisés aux questions de numérique. Alors, 48% qui partagent des photos de nudité entre eux, c'est certainement pas le chiffre je dirais, total de la population des jeunes, c'est certainement pas le chiffre qu'on peut avoir dans un pays comme le Maroc, mais c'est quand même avéré dans tous les pays qui ont étudié ces questions-là qu'il y a un vrai fossé entre les jeunes et les parents. Il y a des parents pourtant assez jeunes, une trentaine d'années. Donc les jeunes ne sont pas dans le même environnement que nous, plus adultes en termes d'usage, et donc là il n'y a qu'une vraie vigilance. Donc ça, c'est le premier cas d'usage. L'IA, vous allez la voir arriver dans vos téléphones, et le jour où vous verrez ces notifications, et vous les verrez pas forcément sans que vous ayez vous-même partagé une photo intime ou pris une photo intime, mais ça vous sera informé en disant voilà, nous faisons des contrôles et vous pouvez avoir ce genre de message, etc. Donc regardez ce qui va arriver. Lorsque ça va arriver, vous saurez que ça vient. C'est un exemple d'utilisation de l'IA. Deuxième cas, le coup franchement criminel, qui est l'utilisation de l'IA. Donc, on a vu que ça peut créer des images de toute nature. Vous pouvez, il y a des outils de création d'images pour créer des photos de chiens, de personnes, de paysages, ce que vous voulez. Et donc, il y a dans le dark web des communautés, je dirais criminelles, qui créent des contenus de pédocriminels, donc des contenus d'enfants,
donc complètement imaginaire, hein. Enfin, c'est fait avec évidemment par de l'IA, donc c'est à partir de contenus préexistants. Donc des contenus criminels d'enfants se livrant à des activités, je dirais, sexuelles, donc pédocriminelles. Donc il y a, d'ailleurs c'est un partenaire je crois du Maroc, la hotline Internet Watch Foundation, qui est aux États-Unis, qui soutient qui a une activité de signalement via les autorités marocaines. Ils ont fait en automne dernier, donc il y a quelques mois, une étude. Ils ont pris un forum dans le dark web spécialisé sur les contenus de contenus pédocriminels, sachant que le dark web est accessible sans mot de passe. C'est un mode de communication un peu particulier, un peu plus compliqué que le navigateur internet classique, enfin pas franchement beaucoup plus compliqué non plus. Et là-dessus, si vous y arrivez, en libre accès. Donc, sur ce forum, ils ont, la hotline anglaise a donc analysé 20 000 photos, publiées sur une période d'1 mois. C'est un forum dédié aux questions d'images créées par de l'IA, il n'y a que des images d'IA. La moitié, 11 108 précisément, relevaient de nature pédocriminelle, c'est-à-dire des photos qui normalement sont totalement illégales. D'autres photos étaient sans doute des enfants, plus dans des contextes heureusement plus ordinaires. Mais voilà pour le volume de données. Donc, qu'est-ce que ça veut dire de la réalité de l'ensemble? On ne sait pas, mais ces forums proposaient aussi des guides pour savoir, parce qu'on a dit que c'était un outil dans la présentation précédente, donc savoir faire créer des photos, fausses photos avec des outils d'IA, bah, ça requiert un peu de technique, un peu de pratique, ça ne se fait pas comme ça spontanément. Et donc ce forum inclut aussi comment créer des images réalistes, enfin voilà des guides très pratiques pour utiliser certains outils et produire ces images criminelles. Images qui ont aussi un problème pour la police, c'est que si elles sont très réalistes, on peut avoir l'impression qu'il y a une vraie victime, et à ce moment-là, ça brouille le travail des services de police qui doivent enquêter sur les cas réels de pédocriminels. Je profite un peu du temps qu'on avait pour un peu prolonger, donc je remercie la patience de Mme Lalam. Dernier cas d'usage, donc on a parlé des nudes ou des photos intimes, on a parlé là des contenus faux pédocriminels néanmoins. Et le troisième cas, c'est aussi quelque chose qui va se développer, qui concerne plutôt concernait plutôt les adultes, mais qui maintenant va aller dans les écoles, et ça va y aller assez vite, qui est les applications qu'on peut trouver sur les plateformes de type Google et de Apple, Google Play et Apple, les applications de nudification. Alors, c'est pas la nidification du printemps, hein, c'est beaucoup moins poétique. La nudification en anglais, donc les applications qui vous proposent de prendre une personne et de la habiller et de la représenter nue. Et évidemment, vous pouvez imaginer que les victimes de ce type de nudification sont majoritairement, voire 99% des femmes. Et là, donc on avait des cas de stars hein, qui étaient victimes. Il y a eu un cas le mois dernier qui a fait grand bruit, qui était la chanteuse américaine Taylor Swift, qui avait été représentée avec des fausses images donc érotiques, donc on appelle des deepfakes, donc des photos créées de toutes pièces. Elle n'était pas mise nue à partir de vraies photos, elle était représentée de manière réaliste dans des positions érotiques, mais sans forcément que ce soit à partir de photos tout à fait originales. Les femmes politiques aux États-Unis commencent à être victimes de ça et commencent à, je dirais, à se rebeller contre ça. C'est un moyen d'humilier et aussi de déstabiliser les femmes dans leur rôle politique. Et là où ça peut, mais c'est là où c'est un peu la tendance qui est un peu oubliée, mais qui malheureusement va tous nous concerner, c'est les jeunes entre eux, à l'école, qui utilisent l'application et à partir d'une photo de leur camarade ou d'une jeune fille, vont utiliser ces outils très simples pour la représenter nue et passer ça aux petits camarades et rigoler très fort. Sauf qu'en faisant ça, alors,
ce qu'on oublie, ce que les hommes oublient, c'est que ça peut les faire marrer et trouver ça très drôle, mais on sous-estime évidemment le caractère de violence de ce type de jeu malsain. C'est extrêmement violent, c'est extrêmement humiliant, même si c'est faux. Ça peut créer des drames aussi si les parents disent mais attends, comment tu as accepté de te faire prendre en photo dans cette position-là, et qu'ils ne comprennent pas que la photo a été prise à partir d'une seule photo innocente d'un visage ou d'une photo de rentrant plus intégralement. Et donc si les parents ne comprennent pas que là on a affaire, il y a des outils qui permettent de faire ça et que la jeune fille est pour rien, on peut avoir un vrai problème. Et d'où l'importance d'avoir très rapidement une pédagogie, et là ça prépare ma présentation, que les autorités dans chaque pays et les ONG et le monde éducatif se saisissent de ces sujets. C'est très délicat en France, aux États-Unis, en Belgique, il y a eu des scandales. Dès qu'on veut faire des programmes pédagogiques dans les écoles pour sensibiliser ces questions sexuelles ou de déviance ou de prudence à avoir dans les questions sexuelles. Il y a souvent toute une partie de la population qui est extrêmement choquée et qui croit comprendre qu'il s'agit de promouvoir au contraire des activités sexuelles non autorisées. Donc c'est extrêmement complexe de discuter ces sujets-là. Or, là, les jeunes sont dans une autre, je dirais, environnement psychologique et de relation avec leur téléphone et avec l'adulte. Et donc c'est extrêmement préoccupant de voir comment on va pouvoir sensibiliser les populations dans leur ensemble pour éviter, je dirais, des drames. Mais c'est là où je passe la parole à Madame Nalam, qui va justement vous présenter l'action de la CNDP en la matière. Elle a une présentation à vous présenter, et donc si on pourra éteindre les lumières pour qu'on voit mieux la présentation, ce sera parfait. Merci Monsieur le Coquin. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je suis ravie de participer à la deuxième édition de l'événement MATEC et à ce panel dédié à la protection de l'enfant sur Internet et l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, dans le contexte du développement technologique rapide et des nouvelles technologies et de l'intelligence artificielle, il a été essentiel de sensibiliser les enfants sur les risques liés au partage de leurs données à caractère personnel sur Internet et à l'utilisation appropriée d'Internet. Donc les enfants sont de plus en plus exposés à des plateformes en ligne, à des objets connectés, ce qui accroît leur vulnérabilité en matière de la sécurité et la confidentialité de leur vie privée en ligne. De ce fait, dans le cadre de sa mission d'information et de sensibilisation, la CNDP a entrepris plusieurs actions dans ce sens. Donc déjà sur le plan international, la CNDP est un membre du groupe de travail sur l'éducation numérique de la GPA, c'est la Global Privacy Assembly. Il contient plus de 130 autorités de protection des données au monde. Donc la CNDP contribue activement aux travaux du groupe de travail sur l'éducation numérique depuis mars 2022, notamment à travers la participation à l'élaboration d'une série d'actions du plan d'action, et ce, en travaillant avec un ensemble de membres copilotes. Donc la CNDP également participe à la mise en œuvre des objectifs du plan d'action 2021-2024, en tant que copilote dans les actions suivantes. Donc parmi les actions sur lesquelles la CNDP intervient, c'est la constitution d'un inventaire de ressources pour faire comprendre aux enfants leurs droits sur les données à caractère personnel, l'élaboration d'un rapport d'enquête sur la perception des enseignants concernant la protection des données à caractère personnel et la citoyenneté numérique, et bien sûr il y a d'autres actions sur lesquelles la CNDP intervient. Donc la CNDP avait contribué à la newsletter de la GPA par la publication d'un article sur sa newsletter de mai 2022 de la GPA portant sur l'avancement des travaux du groupe de travail sur l'éducation au numérique. Donc l'article comprenait des initiatives de la CNDP dans le domaine de la protection de l'enfance, ainsi que la présentation du programme Datatira que Monsieur le Président de la CNDP a cité tout à l'heure. Donc comme vous voyez, voilà la contribution de la CNDP à la newsletter de la GPA.
Ensuite, la CNDP collabore avec la CDP du Sénégal. Donc, l'objectif du groupe de travail CNDP-CDP est de profiter d'un échange d'expérience avec les deux autorités CNDP et CDP sur les bonnes pratiques en matière de la protection des données des enfants. Elle a mis en place un plan d'action 2023-2024 dans le but de produire un ensemble de livrables destinés aux enfants, aux adolescents, aux parents tuteurs et aux enseignants. Donc, en ce qui concerne la documentation de la CNDP dans ce sens, donc, parmi les ressources, il détient la bande dessinée Prudence sur Internet. Donc, c'est une bande dessinée qui sensibilise les enfants au danger d'une utilisation imprudente des nouvelles technologies. Il illustre également des situations de la vie quotidienne, à l'école et en famille, dans lesquelles l'utilisation des technologies de l'information et de la communication sans protection adéquate des données à caractère personnel peut entraîner des conséquences néfastes sur la vie privée des enfants et de leurs proches. Donc voilà la page de carte de la bande dessinée Prudence sur Internet. Passons maintenant aux initiatives sur le plan national. Donc la CNDP a mis en place la plateforme Kuna Label, qui signifie en français « Soyez prudents, soyez vigilants ». Donc c'est une plateforme dédiée à la protection de la vie privée numérique des enfants, des adolescents et des femmes, qui a été lancée le 9 décembre 2022. Donc, la plateforme est une école virtuelle qui vise à sensibiliser, comme je vous ai dit, les enfants, les adolescents et les femmes vis-à-vis des dangers du monde numérique sur leur vie privée, tout en soulignant leurs droits, les moyens de protection et les voies de recours sur la protection de leurs données à caractère personnel et de la protection de leur vie privée numérique et du traitement de leurs données à caractère personnel. Donc, parmi les objectifs de la plateforme, en fait, c'est de sensibiliser les enfants et les adolescents ainsi que les femmes, ainsi que les parents tuteurs, les enseignants sur la vie privée numérique, à savoir tout ce qui est en relation avec les dangers, les risques, les droits, les moyens de protection, les voies de recours, etc. C'est également de fournir des guides de bonnes pratiques, de ressources pédagogiques à travers différents types de supports et de création artistique, comme des dessins, des capsules audio de sensibilisation, des vidéos pédagogiques et des jeux éducatifs. Donc, la plateforme a comme objectif également d'associer les enfants et les adolescents dans la création du contenu par l'organisation d'ateliers de sensibilisation, de concours ainsi que par la mise en place d'espaces enfants ambassadeurs de la vie privée numérique. C'est d'encourager également la recherche et le développement dans ce sens, et également de mettre à disposition de la société civile ainsi que tous les acteurs concernés des outils permettant de mieux cibler et sensibiliser les jeunes et les femmes dans leurs activités. Donc la plateforme Kuna Label cible principalement les enfants, les adolescents, les femmes, les parents tuteurs, les enseignants et les chercheurs. Donc la plateforme Kuna Label comprend un comité de contributeurs. Sur le plan national, il travaille avec le ministère de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille, le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et l'Académie régionale de l'éducation et de la formation de Fès Mknes, ainsi que de Rabat Saleh Kinitra et bien d'autres institutions. Sur le plan international, donc, afin d'enrichir la plateforme Kuna Label par des contenus et des supports relatifs à la protection de la vie privée et des données à caractère personnel des enfants, des adolescents ainsi que des femmes, la CNDP collabore avec un ensemble d'autorités de protection des données africaines, notamment la HAPDP du Niger, la CIA du Burkina Faso, la CDP du Sénégal, l'ANSIS du Tchad, la FAPDP du Bénin et l'ARPCI de la Côte d'Ivoire. Donc, comme vous voyez, la plateforme comprend 5 rubriques. Donc, la première rubrique, il définit c'est quoi la plateforme Kuna Label. La deuxième, c'est celle relative aux bonnes pratiques. Donc, vous avez toutes les recommandations, les bandes dessinées, les guides de bonnes pratiques sont mis à la disposition des enfants, des adolescents et des femmes pour les sensibiliser vis-à-vis de la protection de leurs données à caractère personnel. Ensuite, vous avez la rubrique références et ressources. Donc, cette rubrique regroupe toutes les ressources ainsi que la documentation qui sera destinée à l'ensemble des acteurs, à savoir les enfants, les adolescents, les parents tuteurs, les enseignants,
les chercheurs et les femmes et servira également de référence aux associations de la société civile à des fins de sensibilisation auprès des acteurs concernés dans le cadre de leurs activités en ligne. Ensuite, il y a la rubrique presse et médiathèque. Donc, vous aurez tous les communiqués, les vidéos, les articles et autres supports médias sont publiés pour avoir une visibilité sur toute l'actualité relative aux activités et aux initiatives de la CNDP dans ce cadre. Et à la fin, il y a la rubrique concours et jeux. Donc, des jeux concours sont lancés au profit des enfants et adolescents sur la protection des données à caractère personnel et la protection de la vie privée numérique. Et bien sûr, il y a une partie dédiée au niveau de la plateforme à une foire aux questions. Donc, vous aurez toutes les questions, les réponses concernant la protection des données à caractère personnel et la protection de la vie privée en ligne, comme par exemple, comment puis-je exercer mon droit d'accès de rectification à mes données à caractère personnel, quelle est la loi qui cadre la protection des données au Maroc, etc. Passons maintenant aux initiatives ou bien à la participation et l'organisation des événements par la CNDP. Donc la CNDP avait, en partenariat avec l'Académie régionale de l'éducation et de formation de la région de Fès Meknès et le Forum du Sahara pour le dialogue et les cultures, ont organisé le 9 février 2023 une rencontre régionale portant sur la lutte contre la violence scolaire. Donc, cette rencontre s'inscrit parmi les activités de la caravane régionale de la lutte contre la cyberviolence et le harcèlement en milieu scolaire. Ainsi, la CNDP a présenté les initiatives relatives à la protection des enfants et des adolescents à l'égard de la protection de leur vie privée dans le monde numérique en général et à la cyberviolence en particulier. Par la suite, la CNDP a participé à une conférence scientifique portant sur la violence numérique, organisée par le Conseil local des Oulémas, en coordination avec la cellule locale de prise en charge des femmes victimes de violences dans la province de Taourit, et ce le 21 mai 2023. Lors de cette conférence, la CNDP a intervenu en abordant la thématique de la protection des citoyennes et des citoyens contre la violence numérique. Par la suite, la CNDP a participé à la 20e édition du Salon international de l'édition et du livre Ciel, qui s'est tenu du 2 au 11 juin 2023. Donc, ce fut une occasion de répondre aux différentes actions et questions des citoyennes et citoyens relatives à la protection des données à caractère personnel et de les sensibiliser sur la thématique de la protection de l'enfance en présentant la plateforme Kounelabel. Donc, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, la CNDP participe au programme national de volontariat Moutataouir. La CNDP a participé le 25 juillet 2023 à ce programme. Donc, le programme de la CNDP dans le cadre de ce programme vise à sensibiliser la jeunesse par rapport aux risques qu'elle encourt dans le monde numérique et à leurs droits, obligations en termes de protection des données à caractère personnel. Donc, je voulais également dire que le programme ciblait l'organisation des ateliers dans toutes les villes du royaume. Donc, la CNDP a animé des ateliers autour de la thématique, les outils numériques et la participation citoyenne, comprendre les risques et les enjeux pour une utilisation saine et responsable des technologies modernes. À l'occasion de la Journée mondiale de l'enfance, la CNDP avec l'AREF, l'Académie régionale de l'éducation et de la formation de Fès Meknès et la direction provinciale de Boulman ont organisé le mercredi 22 novembre 2023 à la ville de Missour un atelier de sensibilisation portant sur l'importance de la protection des données à caractère personnel et de la vie privée numérique, au profit d'environ 300 élèves du collège. Donc, lors de cette journée, la thématique de la violence numérique a été abordée. Un ensemble de bonnes pratiques ont également été présentées visant à sensibiliser les élèves à l'utilisation appropriée d'Internet, en toute sécurité bien sûr, et à les sensibiliser également aux dangers de la violence numérique. Ainsi, les élèves ont pu assimiler les notions liées à la protection des données à caractère personnel à travers un quiz interactif et une séance d'interprétation de caricatures. Donc, passons maintenant au séminaire en ligne qui a été organisé par le comité de contributeurs sur le plan africain.
sous la thématique de protéger les femmes en ligne en combattant ensemble les violences numériques. Donc, ce séminaire a été organisé le mercredi 20 mars 2024 à l'occasion de la Journée internationale des femmes sous la thématique protéger les femmes en ligne combattant ensemble les violences numériques. Le séminaire a appelé la participation de nombreuses autorités africaines de protection des données, faisant partie de ce comité de contributeurs, à savoir la CNDP du Maroc, la CIE du Burkina Faso, la CDP du Sénégal, l'INSIS du Tchad, la HAPDP du Niger et l'ARTCI de la Côte d'Ivoire. Concernant la protection des enfants sur les réseaux sociaux, la CNDP dispose d'un canal auprès de Meta pour la suppression du contenu inapproprié sur Facebook, Instagram, etc. lors de la réception des dossiers de plainte portant atteinte à la vie privée des personnes physiques et notamment celle des enfants et des adolescents. Et je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci madame. Donc on a un peu de temps, on a 10 minutes de questions. Donc voilà, s'il y a des réactions par rapport à ces actions, on voit bien les tendances vers plus proche des jeunes, plus de violence malheureusement et aussi contre les femmes. Oui. En fait, la plateforme a été lancée par la CNDP le 9 décembre 2022. D'accord. Est-ce que vous avez des indicateurs pour mesurer la réussite de ce programme? C'est-à-dire que vous avez des sondages, vous avez des données avant et après, pour voir si effectivement ce programme, on a besoin toujours d'une amélioration continue. Donc forcément, est-ce que le programme effectivement vise tous les élèves de toutes les régions du Maroc, et aussi, est-ce qu'il donne son fruit? Est-ce que vous avez des mesures avant et après? Alors, la vérité, en fait, quand on travaille avec les élèves directement, on voit leur intérêt par rapport à ces thématiques. Donc, aujourd'hui, on ne travaille pas seulement au niveau des grandes villes, c'est-à-dire Rabat, Casa. On essaie de toucher les régions, vraiment les régions du Maroc. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai cité que nous avons organisé un événement à la ville de Missoul. Donc c'était vraiment un événement, une grande manifestation, parce que vraiment on a pu toucher des élèves d'une certaine région, et c'est vraiment touchant en fait. On voit leur intérêt pour apprendre, pour comprendre ces thématiques, pour comprendre les bonnes pratiques par rapport à la protection de leur vie privée en ligne. Et voilà, donc sinon par rapport aux données, donc j'ai pas le chiffre en tête pour vous dire, mais là on est en train de travailler avec nos collaborateurs dans ce sens, et on essaie également d'élargir le comité de contributeurs. Donc aujourd'hui on travaille avec nos homologues africains, des autorités africaines, et on travaille également sur le plan national, mais on compte élargir le comité pour travailler sur d'autres initiatives, d'autres événements, d'autres thématiques touchant la protection de l'enfance. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions sur les programmes justement mis en déployés au Maroc ou sur des problématiques vécues au Maroc? Oui. Bon, merci. Alors, super sujet sur l'IA, les photos qu'on fabrique, qu'on envoie, etc. On a parlé de WhatsApp, on a parlé des données cryptées, on a parlé de l'impact social très proche, parents, amis, qui peuvent avoir une idée fausse sur la personne, qui sont reçues des choses qui ne sont pas vraies. On a parlé d'IA dans tout ça, mais on peut aussi parler d'IA dans l'autre sens, c'est-à-dire que l'IA qui puisse détecter si l'image est une image réelle ou pas, et qui pourrait être un niveau de sécurité intégré au niveau de l'outil, qui peut être un mobile, qui peut être un browser, qui peut être ce que consulte l'enfant ou les enfants, qui pourrait appliquer une espèce de filtre en amont de deux niveaux. Un niveau nudité, voilà, c'est pas correspondant que ce soit réel ou pas, et un deuxième niveau qui soit plutôt image fabriquée ou pas. Est-ce que c'est des initiatives sur lesquelles
il y a des gens qui se penchent, il y a des gens qui financent l'élaboration de ce genre de mécanismes de protection qui peuvent être à mon sens très efficaces et des moyens de prévention plus que des moyens de traitement. Tout à fait, je voulais que je réponde à... Oui, tout à fait. Alors, j'avais préparé un document, mais finalement, je le pense un peu trop technique, donc je ne l'avais pas traité. Je peux vous envoyer le lien. C'est effectivement, il y a des consortiums, notamment aux États-Unis, qui réfléchissent à comment détecter les images créées par de l'IA pour justement lutter contre la désinformation ou les atteintes aux personnes. Donc il y a des hypothèses, par exemple, un élément technique, c'est de faire du watermarking, c'est-à-dire que les images authentiques soient intégrées avec un filigrane ou des moyens de les identifier, sachant que ça, voilà, toutes ces questions-là sont déjà... On connaît les forces et les limites de chaque modèle. Donc, réponse synthétique, oui, il y a effectivement un certain nombre de groupes, notamment aux États-Unis, qui réfléchissent à ça, des groupes industriels. Ça m'a l'air compliqué, ça ne va pas être simple. Ce qui va se développer, ce qui se développe en ce moment, c'est encore très timide. Et c'est vraiment du très vécu, c'est-à-dire aujourd'hui, que votre image, vous avez votre enfant qui a fait la bêtise de faire une photo embarrassante de lui, embarrassante, chacun a ses critères de ce qui est embarrassant, hein, donc selon les cultures c'est différent. Mais quoi qu'il en soit, peu importe, l'enfant a produit une photo qui est embarrassante, quelle que soit la photo, et cette photo elle est diffusée. Aujourd'hui, c'est pas l'IA qui va protéger les enfants, enfin les personnes victimes, pour que les images ne soient pas redistribuées. Donc si on veut bloquer la rediffusion d'une image, je dirais identifiée comme étant appartenant à une victime, là il faut utiliser une autre technologie plus ancienne, mais très robuste et très efficace, qui s'appelle les technologies de hachage. Donc c'est des reconnaissances d'images et c'est extrêmement performant en matière de technologie, c'est assez peu déployé. Et c'est le développement de structures de signalement qui vont permettre de recevoir les images, les vidéos embarrassantes des personnes et qui pourront ensuite aller voir les Twitter, enfin X, les Meta, les WhatsApp, les Google, etc. pour que les images soient retirées un peu partout. Aujourd'hui, il n'y a pas ça. Je finis juste sur une dernière conclusion là-dessus. Si vous regardez les 20 dernières années, 25 dernières années, l'attention de tout ce qui est contenu illégaux a été portée sur comment on fait retirer les contenus illégaux, y compris pédocriminels et types de photos. On n'a pas apporté attention aux personnes. C'est-à-dire que si vous, en tant qu'individu, vous voulez faire disparaître une photo embarrassante d'Internet, vous pouvez le faire en employant des entreprises spécialisées qui vont le faire pour vous, mais ça coûte de l'argent. Mais les citoyens ordinaires, les enfants dans les écoles, les parents, etc., aujourd'hui, la réalité, c'est qu'il n'y a pas, de par le monde, très peu d'initiatives permettant aux gens d'être protégés. Et là, ça va être un gros chantier qui va s'ouvrir, je pense, dans les années qui viennent, pour aider les personnes, les individus, les familles, etc., à ce que, lorsque des photos embarrassantes, vraies ou fausses, sont publiées, elles pourront être retirées et l'industrie et les États ont un gros travail d'organisation pour commencer à protéger les personnes. Et ça, c'est un chantier qui s'ouvre actuellement. Et quand je vois vos travaux, effectivement, que vous faites, et comment on voit en un an et demi, comment vous avez traité un certain nombre de séminaires, ça a commencé par les enfants, dans le domaine numérique, et on voit, vous parlez de harcèlement, de cyberharcèlement, et puis plus récemment avec les femmes, de violences numériques. On voit là, typiquement, comment un État se saisit de ça, et comment les autorités, et on voit un phénomène, on voit déjà la croissance, et là, ça vous en dit, donc félicitations pour tout ça. Pardon, j'ai un peu débordé, et donc réponse schématique, oui, ça se regarde, mais ça fera partie d'un écosystème beaucoup plus riche qu'il faut encore construire. Ça va? Oui, voilà. Merci. Bonjour, Madame Soukha. Vous avez mentionné dans votre présentation un slide sur la protection des enfants dans les réseaux sociaux. Vous avez dit que la CNDP dispose d'un canal avec
avec Meta pour la suppression des contenus inappropriés. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment, est-ce que vous pouvez donner plus d'informations sur votre, parce que vous recevez les plaintes, comme vous avez mentionné, est-ce que vous analysez le contenu tout d'abord avant d'envoyer la plainte ou le contenu à Meta, ou il suffit juste de recevoir la plainte et d'envoyer directement le contenu à Meta? Et est-ce que vous avez des statistiques sur ces contenus inappropriés qui touchent les enfants? Et merci. Merci pour votre question. Donc, comme j'ai déjà cité que effectivement la CNDP détient un canal auprès de Meta, effectivement la CNDP reçoit des plaintes. Donc, après examen du dossier de plainte, il pourra ou il trouvera qu'il y a il y a atteinte à la vie privée d'une personne concernée. Donc, il pourra contacter Meta pour la suppression de ce contenu. Et parfois, la CNDP peut soumettre le dossier à la présidence du ministère public. Donc il y a un département qui est en charge de ça. Donc voilà. Donc j'ai pas vraiment les détails par rapport à... je ne peux pas vous dire parce que, comme je vous ai dit, il y a un département qui est vraiment il est spécifique aux plaintes. Donc voilà. Mais last question, dernière question. Ouais, voilà, oui. Dernière question. Bonjour à tous. Je vais rester dans la même question en fait sur la partie signalement et la partie IA. Donc on sait déjà qu'il y a des organisations qui vont traiter du coup le signalement. Donc est-ce que là actuellement il y a des outils qui se développent pour faciliter justement l'analyse de ces signalements et pouvoir directement contacter, parce que je sais que c'est des personnes derrière, donc c'est consommateurs en termes de vérification de ces plaintes et ensuite de la création de signalements. Est-ce qu'en plus de ce qui est créé par une grosse structure, il y a des choses qui peuvent être utilisées par ces associations sur la partie signalement pour plus faciliter en utilisant l'IA ce sujet-là? Oui, alors tout à fait, non, ça commence à démarrer, je vais vous donner quelques exemples concrets, il y en a 3. En France, vous avez depuis le mois de novembre un service qui est géré par la hotline dont j'étais le président, dont je suis le président, donc je suis un peu bien placé pour en parler. Donc la hotline s'appelle point de contact.net, et si vous cherchez Disrupt, le mot Disrupt, point de contact, mais sinon vous le trouvez depuis le site, vous pouvez signaler des contenus embarrassants que vous signalez à la plateforme et qui va l'analyser sur un plan juridique et va ensuite faire retirer les contenus là où ils sont hébergés. Ce qui est nouveau, c'est qu'avant, la hotline allait dire « Attendez, ceci est un contenu pédocriminel, donc je peux le faire retirer. » Mais si ce n'était pas pédocriminel, on ne pouvait pas. Maintenant, il y a une évolution des mentalités pour dire « Attendez, maintenant on va prendre en compte le statut, la souffrance de la victime, de la personne, ça c'est une approche différente, et dire ok, votre photo, pour vous, elle vous cause un préjudice, elle vous fait souffrir, on va reconnaître, s'assurer que vous êtes bien la victime, et on va dire aux hébergeurs, faites retirer cette photo, peut-être qu'elle n'est pas illégale, mais elle fait souffrir, et donc il faut maintenant prendre en compte cette dimension-là. Donc ça, en France, vous avez ce service qui s'appelle Disrupt. En Angleterre, vous en avez un autre qui s'appelle Stop NCII.org. NCII, c'est un nom compliqué, qui est destiné aux adultes, victimes adultes, qui sont encore moins protégés que les enfants. Donc là, il y a un vrai travail. Dont l'équivalent aux États-Unis, et c'est disponible en français, c'est en plusieurs langues, ça s'appelle Take It Down, donc c'est pas traduit en français, Take It Down, et donc ça c'est fourni donc c'est aussi un service pour les jeunes, pour les mineurs, pour signaler leur contenu et qu'ils soient retirés. C'est tout récent, hein, ça date d'il y a 1 an, hein, tout ça c'est très récent, et c'est vraiment une lame de fond qui arrive, et donc là vos travaux vont bientôt bénéficier du développement de ces structures. Est-ce que vous avez un dernier message pour notre audience? En fait, pour clôturer, je
voulais simplement dire que pour sensibiliser les enfants, il faut sensibiliser tout l'écosystème, à savoir les parents tuteurs, les enseignants, les éducateurs, les professionnels, la société civile. Donc pour pouvoir éduquer les enfants sur les bonnes pratiques et pour une utilisation vraiment appropriée d'Internet et des nouvelles technologies. Et je vous remercie.